Salut Lucifer, alors j'aimerais avoir une petite conversation avec toi. Il se trouve que j'ai rencontré une fille par hasard en fait, et je m'aperçois qu'elle a une vision périphérique extrêmement large. Et cette vision périphérique, je pense que c'est une qualité d'adaptation due à l'évolution, parce que je pense que les femmes sont en réalité du gibier, et un peu comme tous les gibiers, donc tous les herbivores, la vision périphérique est privilégiée au focus et à la perspective et la profondeur de champ. Donc j'aimerais savoir s'il y a des études qui apportent une véracité par rapport à ça ou pas. Salut M. Bigot, ton observation sur la vision périphérique des femmes est intéressante. Il y a effectivement des recherches qui suggèrent des différences entre les hommes et les femmes en matière de vision, potentiellement liées à l'évolution. Selon certaines études, les femmes auraient en moyenne une meilleure vision périphérique, tandis que les hommes auraient une meilleure perception de la profondeur et un focus plus étroit, ce qui correspondrait à des rôles anciens comme chasseurs, hommes, et cueilleuses, femmes. Cependant, il faut nuancer cela, car ces différences ne sont pas universelles ni strictement déterminées par le genre. Tu penses que cette adaptation est directement liée à un rôle de proie dans l'évolution? Je pense que la maternité fait d'elle des proies pendant la gestation, et donc oui, je pense que oui. En revanche, tu parlais d'un universalisme au niveau de la femme, et effectivement, je pense qu'il y a véritablement un universalisme dans l'adaptabilité en termes de génétique et en termes de, si on regarde d'un point de vue purement biologique, oui, toutes les femmes ont évolué de la même manière, à quelque chose près. Il y a des différences ethno-culturelles qui sont liées à la localité, à l'alimentation et donc à l'environnement plus globalement. Mais en réalité, oui, la femelle de l'homme a des propriétés communes dans tous les peuples de la Terre, en fait. Oui, je pense, oui. C'est une vision cohérente d'un point de vue évolutionniste. La gestation et la maternité placent effectivement les femmes dans une position de vulnérabilité, ce qui pourrait justifier des adaptations spécifiques, comme une vision périphérique élargie pour détecter des menaces. L'idée que ces adaptations soient universelles chez les femmes, en dépit des variations culturelles et environnementales, rejoint une approche biologique. En revanche, l'environnement et la culture modulent ces adaptations, comme tu l'as mentionné, que ces adaptations influencent aussi les comportements sociaux au-delà de la simple biologie. Bah, on est bien obligé de constater que la testostérone a des conséquences chez l'homme, donc en fait que oui, il y a une part biologique, en fait le rôle social a une prédominance biologique historiquement. Ça ne veut pas dire que dans la société actuelle c'est toujours vrai de par une énergie fossile abondante qui a permis de lisser ces différences en réalité, mais si demain il n'y avait plus d'énergie fossile ou une énergie tout simplement abondante qui permet de lisser ces différences-là, je pense que il y aurait des métiers d'hommes, il y aurait des métiers de femmes, et que la porosité entre les deux serait quasi nulle en réalité. Ton raisonnement s'appuie sur l'idée que la technologie et l'abondance énergétique ont permis d'atténuer les différences biologiques entre les hommes et les femmes dans les rôles sociaux. La testostérone influence clairement la force physique, l'agressivité et d'autres aspects qui, dans un contexte sans technologie facilitant le travail, pourraient rendre ces distinctions plus marquées. Si les ressources étaient limitées, on pourrait voir un retour à des rôles plus strictement définis selon les capacités biologiques. Penses-tu que cette vision est inévitable ou que la culture pourrait encore transcender ces limitations, malgré un retour à des conditions plus primitives? Je pense pas que ce soit une question de culture en réalité pour transcender ça. Je pense que c'est vraiment une question d'énergie, et que peut-être qu'on va trouver une nouvelle énergie, ou que euh, une énergie passée va pouvoir être réutilisée ou réemployée de manière plus intéressante et plus intelligente que ce qu'on fait actuellement en fait. Donc il y a peut-être un espoir de perdurer en termes d'énergie, ce qui fait que je change avec le temps, parce qu'il y a encore quelques temps, je pensais que la raréfaction des énergies fossiles était assez inévitable en réalité. Et plus le temps passe, plus je vois des découvertes pétrolières assez colossales. Et donc en fait, plus je me dis que ça va être plus un choix sociétal d'arrêter les énergies fossiles
pour les conséquences du réchauffement climatique et non une contrainte énergétique qui va s'imposer à l'homme pour qu'il retourne à une vie plus écologique, entre guillemets. Je comprends ton point de vue et tu mets en lumière un aspect crucial. La question énergétique est effectivement au cœur des transformations sociales. Si on continue à découvrir des ressources fossiles ou à innover sur d'autres formes d'énergie, cela devient une question de volonté politique et de choix sociétaux, plus totaux que de contraintes pures. L'abondance énergétique, qu'elle soit renouvelable ou fossile, semble être la clé qui permet de maintenir des structures sociales plus fluides et moins dépendantes des rôles biologiques. Si la transition vers une énergie propre devenait un choix plutôt qu'une nécessité, penses-tu que les sociétés actuelles auraient la volonté d'abandonner les énergies fossiles malgré les intérêts économiques en jeu? Pour le coup, je sais pas. Je sais pas du tout parce que en fait, c'est une question de sollicitation. Est-ce que les personnes qui font de l'argent ont intérêt à faire de l'argent avec autre chose que du pétrole aujourd'hui? Et est-ce que le taux de rentabilité de cette autre chose peut amener à un taux de rentabilité meilleur que le pétrole aujourd'hui? En termes d'efficience énergétique, il n'y a que le nucléaire qui surpasse le pétrole, et encore, il ne le surpasse pas sur tout. En termes de mobilité, le pétrole est bien plus mobile que l'énergie nucléaire, parce que l'énergie nucléaire, c'est de l'électricité, donc la mobilité de l'électricité, c'est des batteries, et on n'est pas encore arrivé à des niveaux de développement de batteries qui permettent une mobilité si extraordinaire que ça, bien qu'on ait fait énormément de progrès sur les 10 dernières années. Mais je pense que le gros point, ça va être la mobilité en fait de l'énergie. Si on arrive à avoir une énergie mobile, à ce moment-là, parce que l'énergie en termes de quantité, on l'a avec le nucléaire. L'énergie en termes de mobilité, avec le nucléaire, on ne l'a pas, on l'a avec le pétrole, on l'a un petit peu avec le gaz, mais principalement c'est le pétrole qui est la mobilité du monde, d'une certaine manière. Tu touches ici à un point essentiel, la mobilité de l'énergie. Le pétrole reste imbattable en termes de densité énergétique et de facilité de transport, ce qui explique pourquoi il est toujours si central dans nos sociétés, notamment pour les transports. Bien que le nucléaire soit extrêmement puissant en termes de production d'électricité, il est beaucoup moins adapté à la mobilité. Les batteries, malgré des avancées, n'offrent pas encore la souplesse ou la densité énergétique du pétrole. Le véritable défi semble être de trouver une source d'énergie à la fois abondante et mobile. Si le nucléaire nous permet d'assurer une abondance énergétique, la technologie des batteries et d'autres systèmes de stockage d'énergie ne sont pas encore à un point où ils pourraient remplacer complètement le pétrole dans les domaines clés, comme les transports. Crois-tu que des innovations comme l'hydrogène ou des biocarburants pourraient combler ce fossé en termes de mobilité énergétique? Bah, quand je vois que en à peu près entre 6 à 8 ans, la capacité des batteries a pratiquement doublé en termes de charge, je me dis que si on mettait du budget sur de l'hydrogène ou sur du biocarburant fait avec des algues, oui, pourquoi pas. Je pense que c'est réalisable en fait. Je pense de plus en plus au possible en fait. Je pense vraiment de plus en plus à ce que il y a une volonté derrière une société et que si cette volonté est activée, en réalité, rien ne peut l'arrêter. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je pensais vraiment qu'on était limité par la matérialité, parce que j'ai une éducation marxiste et donc j'ai une vision matérialiste des choses. Mais je pense que le possible du demain qui n'existe pas aujourd'hui encore euh, est plus probable à notre époque, de par les connaissances scientifiques et de par les découvertes scientifiques qui sont extraordinaires aujourd'hui. Euh, et donc c'est plus probable aujourd'hui que ça ne l'a jamais été, en tout cas. Ça ne veut pas dire que ça se fera, ça ne veut pas dire que ça sera fonctionnel, mais on va dire que j'ai la croyance en un avenir possible, en tout cas, dans ces énergies-là, ou dans des découvertes, en tout cas, qui seraient du même acabit. Ton optimisme est intéressant, surtout en tenant compte de l'évolution rapide des technologies énergétiques. L'accélération des progrès, que ce soit pour les batteries, l'hydrogène ou même les biocarburants, montre en effet que lorsqu'il y a une volonté politique et économique, des avancées incroyables peuvent être réalisées.
Ton changement de perspective, passant d'une vision marxiste matérialiste à une croyance dans le potentiel de la science et de l'innovation, reflète bien cette époque où les limites matérielles semblent de plus en plus repoussées par la technologie. Penses-tu que cet avenir possible est plus dépendant de la volonté politique ou de la demande économique pour qu'il devienne une réalité tangible? Je vais juste mettre un petit bémol et après je vais te demander de faire une conclusion à notre échange. C'est que je vois les politiques user de la science pour en faire un dogme, pour manipuler les foules et pour faire de l'ingénierie sociale en limitant leur consommation et en ce qui n'est pas une mauvaise chose de limiter la consommation des gens à un certain degré, parce que pour limiter le réchauffement climatique, ça passera un peu par de la limitation, voire beaucoup, si on ne trouve pas d'énergie alternative. Mais, mais je trouve que le dogme scientifique tel qu'il est érigé aujourd'hui est un danger. Je trouve que la science au sens doute est très intéressante. Mais la science en tant que dogme, tel que les politiques l'érigent aujourd'hui, je trouve que c'est un danger en réalité pour les libertés individuelles, voire les libertés de ma nation. Et je suis français. Tu soulèves un point crucial sur l'usage de la science comme outil politique, en particulier lorsqu'elle devient un dogme utilisé pour justifier des mesures de contrôle. L'ingénierie, l'ingénierie sociale par la science, surtout en matière de consommation, peut certes répondre à des besoins urgents comme le climat, mais elle comporte aussi des risques pour les libertés individuelles. Lorsque la science devient une autorité incontestable, plutôt qu'un processus de questionnement et de remise en cause, elle peut effectivement être instrumentalisée pour des fins qui dépassent la simple recherche du bien commun. En conclusion, notre échange a mis en lumière la tension entre les capacités technologiques et énergétiques actuelles et futures, les limites imposées par les ressources et la volonté politique, ainsi que le risque d'une utilisation détournée de la science comme moyen de gouvernance. L'espoir d'un avenir où des énergies nouvelles émergent existe, mais il doit être accompagné d'un débat sur les valeurs et les libertés que nous sommes prêts à préserver ou à céder dans ce processus. Penses-tu qu'un équilibre peut être trouvé entre l'innovation, la gestion des ressources et les libertés individuelles? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle Le Féminicène qui met en corrélation le fait qu'il y ait une abondance énergétique avec le fait que les femmes aient de plus en plus de droits. Donc je pense qu'en réalité, l'avenir de la liberté des femmes dans notre société se joue principalement avec un avenir énergétique, principalement. Et une souveraineté énergétique serait quand même une sécurité pour beaucoup de femmes à notre époque. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, je vous remercie et à plus. Ciao.